Psychologie de l'argent est un best-seller financier sorti relativement récemment puisqu'il est paru en 2020. Il s'est vendu depuis à plus de 4 millions de copies et il est devenu en très peu de temps un classique incontournable de sa catégorie. Personnellement, je suivais déjà le blog de l'auteur, Morgan Housel, depuis un petit moment et cela faisait quelques temps déjà que je voulais m'attaquer à son livre. J'ai enfin eu le temps de le faire et je vous propose donc ici, comme je l'ai fait pour d'autres livres financiers sur la chaîne, un résumé des 10 points clés que j'ai trouvés les plus importants ou les plus intéressants du livre. C'est parti. Point numéro 1, personne n'est fou. Votre expérience avec l'argent constitue une infime partie de ce qui se passe dans le monde, mais 80% de ce que vous croyez vrai. Ce chapitre d'ouverture nous rappelle une vérité fondamentale qui s'applique au-delà du monde de la bourse. Le fait que notre expérience du monde est par nature partielle et limitée, et qu'elle constitue pourtant la fondation sur laquelle l'essentiel de nos croyances sont bâties. L'auteur cite ensuite une étude réalisée en 2006 par le Bureau de recherche économique américain sur 50 années d'habitudes financières des ménages locaux. L'étude a la conclusion suivante, la tolérance au risque d'une personne dépend largement de son histoire personnelle. L'auteur enchaîne ensuite, pas de son intelligence, son éducation ou d'une quelconque sophistication, juste par la pure chance de la période à laquelle quelqu'un est né. Une conclusion qui nous permet d'enchaîner ici sur le point clé numéro 2. Point numéro 2, les gens sous-estiment le rôle de la chance et surestiment constamment le rôle du talent. La chance et le risque sont frères et sœurs, nous dit l'auteur en introduction de ce chapitre. Il nous rappelle tous deux que nos résultats dans la vie sont guidés par d'autres forces que notre seul effort individuel. Pour illustrer le propos, l'auteur prend l'exemple de Bill Gates, indéniablement un individu très intelligent et très travailleur. Il se trouve aussi que Bill Gates était un des seuls étudiants de son époque qui a eu l'opportunité d'aller dans un collège équipé d'un ordinateur. Ce qui lui a permis de développer très tôt sa passion pour l'informatique et lui a donné un avantage significatif sur les éventuels concurrents de son époque. L'auteur nous présente les statistiques suivantes. En 1968, il y avait 303 millions de collégiens dans le monde. 18 millions d'entre eux vivaient aux États-Unis, 270 000 dans l'État de Washington, 100 000 dans la zone de Seattle et 300 allaient à l'école de Lakeside, celle de Bill Gates. Gates lui-même a déclaré dans un discours de 2005 « S'il n'y avait pas eu de Lakeside, il n'y aurait pas eu de Microsoft ». Nous avions donc ici un individu incroyablement intelligent et travailleur qui s'est aussi retrouvé par chance à avoir un avantage de 1 sur 1 million sur ses concurrents de l'époque, simplement parce qu'il est allé dans une des seules écoles qui avait investi à l'époque dans un ordinateur. L'auteur fait ensuite le parallèle avec le monde de l'investissement. S'il y a environ 1 milliard d'investisseurs dans le monde aujourd'hui, ne peut-on pas s'attendre à ce que 10 d'entre eux ne deviennent milliardaires par pure chance ? Il enchaîne ensuite, et s'ils étaient en face de vous, leur diriez-vous qu'ils ont simplement été chanceux ? Le propos ici est que notre vision du monde et des probabilités est facilement trompée par une concentration excessive sur les gagnants et sur leurs méthodes, souvent en excluant totalement l'impact qu'a eu un facteur chance non reproductible sur leurs histoires respectives. L'auteur conclut donc ici en nous disant que dans le monde réel, nous n'avons pas tendance à nous concentrer sur les décisions statistiquement correctes, mais simplement sur celles qui ont fonctionné, indépendamment du fait qu'elles aient été correctes ou non, et des risques respectifs qui ne sont pas matérialisés. Cela débouche sur 2 mises en garde. Premièrement, faites attention à qui vous admirez. Tous les succès financiers ne sont pas dus à un travail acharné et toutes les situations de pauvreté ne sont pas dues à de la paresse. Réalisez cela quand vous jugez les gens, vous-même inclus. Point numéro 2, évitez de trop vous concentrer sur les détails et cherchez des points communs et des généralités. Se concentrer sur des exemples trop spécifiques peut être dangereux, car nous avons tendance à étudier des extrêmes non réplicables, et plus un résultat est extrême, moins il y a de chances que vous puissiez en tirer des leçons directement applicables à votre propre vie. Car il y a de grandes chances que le cas extrême soit très influencé par une chance extrême ou par une prise de risque extrême. Point numéro 3, savoir quand c'est assez. Le plus difficile en finance, c'est de savoir quand vous devez arrêter de repousser la barre. Saviez-vous qu'avant de monter la fameuse arnaque qui l'a rendu célèbre, Bernard Madoff était déjà multimillionnaire ? Il avait fondé une entreprise de courtage en bourse légitime qui traitait selon le Wall Street Journal de l'époque environ 10% des opérations de la bourse de New York. Dans les années 90, selon les estimations, sa firme rapportait entre 25 et 50 millions par an. De manière tout à fait légale, sans opération frauduleuse et simplement en frais de courtage. Pour citer l'auteur, c'est ici un exemple extrême de quelqu'un qui ne savait pas ce que veut dire le mot suffisamment. Il est facile de se dire que le cas de Madoff est une anomalie, un extrême qui ne s'applique qu'à lui, mais dans les faits, combien de millionnaires continuent à travailler pour gagner plus jusqu'à leur décès ? Pour avoir travaillé moi-même plusieurs années dans le monde de la gestion de fortune, je peux vous le confirmer ici, beaucoup. Ce qui nous conduit aux 2 leçons clés du chapitre. La première, c'est qu'une des qualités financières les plus difficiles à avoir est d'arrêter de faire bouger sans cesse vos objectifs. Si vos attentes grimpent de concert avec vos résultats, il n'y a pas de logique au fait d'en vouloir toujours plus, car vous vous sentirez toujours à l'identique tout en devant fournir des efforts toujours plus importants, nous dit l'auteur. Le point numéro 2, c'est que la comparaison sociale est un problème. Le jeu de la comparaison sociale est un jeu auquel il est très difficile de ne pas jouer, surtout à notre époque avec l'omniprésence des réseaux sociaux. Cependant, c'est un jeu qui ne peut pas être gagné car il y aura toujours quelqu'un de plus riche que vous. Comme au casino, la seule manière de gagner, c'est de ne pas jouer, et d'accepter le fait que vous avez peut-être assez aujourd'hui, même si c'est moins que certains.
Point numéro 4, les intérêts composés sont toujours sous-estimés. Nous avons tous ou presque déjà entendu la phrase qui dit que les intérêts composés sont la force la plus puissante de l'univers, et quasiment toutes les chaînes YouTube, livres de finances et contenus divers liés de près ou de loin au sujet ont au moins un chapitre qui leur est dédié. Pourtant, l'auteur nous dit que malgré cela, le concept est tellement contre-intuitif pour nous qu'il reste toujours sous-estimé. Un exemple concret, sur les 84 milliards que valait Warren Buffett au moment de l'écriture de ce livre, 81 milliards ont été gagnés après son 65e anniversaire. L'auteur nous dit donc ici qu'au-delà de ses retours moyens élevés de 22% par an, l'atout principal de Buffett est aussi et surtout qu'il a commencé à investir à 10 ans, puis qu'il a continué en restant discipliné durant plus de 80 ans. Si Warren Buffett avait décidé de prendre sa retraite à 65 ans et de solder tous ses actifs pour partir jouer au golf, il aurait en fait laissé environ 81 milliards sur la table. Être un bon investisseur ne réside pas forcément, comme le croient beaucoup, dans le fait d'avoir des retours exceptionnels, qui par essence tendent à durer peu dans le temps. Les meilleurs résultats viennent du fait d'avoir des retours solides qui peuvent être répétés sur de longues ou de très longues périodes de temps. Rien ne peut battre les maths des intérêts composés sur le long terme. Être un bon investisseur, ce n'est pas prendre des décisions extraordinaires, c'est surtout éviter avec constance et sur de longues périodes de temps d'en prendre de très mauvaises. Il y a des milliers de façons de devenir riche, nous dit l'auteur, mais une seule de le rester. Une subtile combinaison de frugalité et de paranoïa. Il cite l'exemple de Jesse Livermore, un des traders les plus riches de l'histoire, mais qui a malheureusement fini ruiné, comme cas d'école d'une personne très douée pour devenir riche, mais assez peu pour le rester. Sa chute de l'époque est principalement due à une combinaison d'un style de vie extravagant avec une gestion des risques assez légère. N'hésitez pas à voir la vidéo que je lui ai dédiée en complément, si besoin. Devenir riche et gagner de l'argent nécessite de prendre des risques, d'avoir un fond optimiste, de la confiance en soi et de s'exposer aux opportunités. Rester riche nécessite des qualités opposées. De l'humilité, de la frugalité, douter de chaque décision et accepter le fait qu'au moins une partie des richesses accumulées sont dues à une chance qui n'est pas forcément réplicable indéfiniment. Les deux leçons clés du chapitre, plus que des rendements extravagants, visaient le fait d'être aussi financièrement indestructible que possible. En étant indestructible, vous pourrez rester investi plus longtemps et laisser la force la plus puissante à votre disposition faire son travail, les intérêts composés, sur de longues périodes. Point numéro 2, faites des plans qui autorisent l'imprévu et les erreurs. Un plan est seulement utile s'il peut survivre à l'épreuve de la réalité, et un futur rempli d'imprévus est la réalité de tout le monde. Point numéro 6, vous pouvez avoir tort la moitié du temps et toujours gagner des fortunes. Ce chapitre nous présente un tour d'horizon des mathématiques contre-intuitives du succès, financier mais pas uniquement. En fournissant de petits efforts constants au quotidien pour aller vers leurs objectifs, la plupart des gens s'attendent à obtenir de petits résultats constants mais soutenus. Seulement, ce n'est pas ainsi que marchent les mathématiques du succès la plupart du temps. Les gros résultats sont dus à une petite minorité d'événements ou de bonnes décisions qui marchent très fortement en notre faveur. Et la plupart du temps, rien ne se passe où nous passons notre temps à encaisser de petites pertes ou de petites défaites personnelles. Pour illustrer cela, l'auteur nous donne ici l'exemple de l'investissement dans les startups. Si un fonds de venture capital investit dans 50 sociétés, il s'attend en général à ce qu'une ou deux seulement viennent driver l'essentiel de leur retour, que la moitié ou plus échoue totalement et qu'une dizaine de titres se maintiennent autour de l'équilibre. Il nous donne quelques statistiques. Sur 21 000 sociétés financées par la société Correlation Venture entre 2004 et 2014, 65% ont été perdantes, 2,5% ont été multipliées par 10 ou 20, 1% ont été multipliés par plus de 20 et 0,5% seulement ont été multipliés par 50 ou plus. La majorité des rendements du fonds viennent pourtant de ces 0,5%. L'auteur poursuit ensuite en nous disant que si ces maths semblent logiques pour des investissements très risqués comme le venture capital, elles ne sont pourtant pas si différentes en bourse. Depuis 1980, sur l'indice boursier américain Russell 3000, 40% des sociétés ont perdu 70% de leur valeur ou plus, et 7% des sociétés seulement ont réalisé la majorité des retours de l'indice. Et à l'intérieur de cette minorité de sociétés gagnantes se cachent les mêmes mathématiques avec une minorité de produits gagnants. Dernièrement, des sociétés comme Apple ou Amazon ont généré une large part des retours des indices boursiers. La majorité des revenus d'Amazon ont été générés par un seul service, Amazon Prime, et la majorité des revenus d'Apple ont été générés par un seul produit, l'iPhone. La conclusion de tout cela, c'est que quand vous réalisez que la majorité de vos résultats seront dans tous les cas produits par une minorité d'actions, vous acceptez plus facilement qu'il est normal par nature que beaucoup de choses aillent mal, cassent, échouent ou ne se passent pas comme prévu. C'est normal de ne pas trouver un job ou la bonne entreprise tout de suite, de choisir de mauvaises actions parfois et d'avoir beaucoup d'années moyennes et un certain nombre d'années perdantes en bourse. Nous en revenons ici à la fameuse citation de Peter Lynch, si vous êtes bon dans ce business, vous aurez raison 6 fois sur 10, vous n'aurez jamais raison 9 fois sur 10. Il existe des industries comme l'aviation, la médecine ou la restauration où par nature vous devez avoir un taux de réussite proche des 100%. Le monde de l'investissement, du business et de l'entrepreneuriat n'en fait simplement pas partie. Point numéro 7, la richesse, c'est ce que l'on ne voit pas. Comme un échec invisible et un succès bruyant nous donnent une vision biaisée de la réalité, une richesse invisible et des dépenses visibles nous donnent une vision biaisée de la réussite financière. Le nombre de personnes que l'on voit chaque jour avec le plus de signes extérieurs de richesse ne sont pas forcément les plus riches, et ceux qui en montrent le moins ne sont pas forcément les plus pauvres.
Ou comme le dit l'auteur, dépenser de l'argent pour prouver aux autres que vous en avez est le meilleur moyen de le perdre rapidement. Dans la réalité, la richesse de votre portefeuille d'actions ou de votre compte en banque prend surtout ses racines dans le nombre de voitures, de diamants et de montres de luxe que vous n'avez pas achetées. Il est dit dans le livre que la chanteuse Rihanna avait décidé d'attaquer en justice son conseiller financier après que celle-ci ait frôlé la faillite. Était-il vraiment nécessaire de lui rappeler que quand on dépense de l'argent dans des choses, on finit avec les choses plutôt qu'avec l'argent, a déclaré le conseiller? La réponse semble drôle, mais le fait est que pour beaucoup de gens, il est nécessaire de rappeler régulièrement cela pour éviter les désastres. Quand les gens disent « je veux être millionnaire », ce qu'ils veulent dire c'est « je veux dépenser de l'argent comme un millionnaire », ce qui est le plus souvent l'opposé de ce qu'il faut faire pour le devenir et pour le rester. Point numéro 8. Cibler ce qui est juste raisonnable donne souvent de meilleurs résultats que cibler ce qui est mathématiquement optimal et rationnel. Les papiers de recherche en finance sont pleins de stratégies visant à optimiser ce qui vous offrira mathématiquement les meilleurs retours. Mais la plupart des gens ne cherchent pas à optimiser mathématiquement leur compte en banque. Ils cherchent à optimiser la qualité de leur sommeil tout en gagnant de l'argent en bourse si possible. L'auteur nous donne ici l'exemple d'Harry Markowitz, prix Nobel d'économie, à l'origine de nombreux travaux mathématiquement complexes et fondateur dans le milieu de la gestion de portefeuille. Lorsqu'on lui demandait comment il investissait son propre argent à l'époque, il aurait juste répondu « Je divise mes contributions à 50% en actions et à 50% en obligations. Cela me permet de réduire les regrets sur chaque classe d'actifs. » L'auteur donne ensuite l'exemple d'une étude qui démontrait que des retours supérieurs pouvaient être obtenus pour un jeune investisseur en investissant en bourse en levier 2, c'est-à-dire en empruntant de l'argent pour acheter des actions. La logique était la suivante, même si cet investisseur fait sauter son compte, et dans le cas présent ce serait arrivé en 2008 par exemple, puisqu'investir en levier 2 implique qu'une chute de 50% vous fasse perdre 100% de votre compte, s'il démarre de zéro assez tôt dans sa vie, les retours additionnels du levier lui permettent de finir avec bien plus d'argent que sans levier. C'est vrai ici sur le papier, mais dans la vraie vie, personne ne revient en bourse après avoir vu son compte s'évaporer et réduit à zéro. En particulier si ce compte avait atteint une taille très importante. C'est une stratégie qui semble mathématiquement rationnelle sur le papier, mais qui est complètement déraisonnable dans la vraie vie. La conclusion de ce chapitre est donc qu'une stratégie imparfaite à laquelle vous pouvez coller sur de longues périodes vous donnera toujours de meilleurs résultats qu'une stratégie parfaite sur le papier que vous n'arriverez plus à suivre au bout de 2 ans. Point numéro 9. Ne prenez pas de conseils des gens qui jouent à un jeu différent du vôtre. L'auteur nous rappelle ici que la bourse est pleine de gens différents avec des objectifs financiers différents et des échéances de temps différentes. Nous avons des traders avec un horizon de court terme voire de très court terme, des swing traders avec des horizons de quelques jours à quelques semaines, des investisseurs long terme et toutes les nuances qu'il y a entre ces différents profils. Si vous êtes un des traders, la meilleure stratégie est d'acheter un actif engagé dans une tendance haussière forte qui est bien montée hier et offre les meilleures chances de monter aussi demain. Cette logique n'est pas vraie si vous êtes un investisseur de long terme. Si vous êtes un investisseur avec un horizon de 10 ans minimum, vous avez plutôt intérêt à éviter les investissements à la mode d'aujourd'hui et à vous concentrer sur des titres de qualité qui ne se paient pas trop cher. C'est la raison pour laquelle différents profils tentent à regarder différentes choses en bourse. Si vous prenez les conseils d'un trader qui veut réaliser un profit sur quelques jours, vous n'aurez pas du tout les mêmes conseils d'achat qu'un investisseur value qui vise des titres avec de faibles valorisations et vise de plus gros profits mais avec un horizon temporel beaucoup plus élevé. Cette différence des jeux joués explique à mon sens la majorité des conflits sur les réseaux sociaux, comme Twitter en particulier, où quelqu'un dit qu'un titre est une bonne ou une mauvaise idée. Parfois cela peut être à la fois une bonne et une mauvaise idée en même temps en fonction de votre échéance de temps. PS, si vous voulez un cas concret en temps réel, je parle de tout cela plus en détail dans ma vidéo sur Nvidia. J'explique pourquoi le titre est un cas d'école de bonne idée de court terme qui ne le sera peut-être pas sur une échéance de temps beaucoup plus longue. Point numéro 10, et le dernier de cette vidéo, attention à l'attrait du pessimisme. L'optimisme sonne comme du mauvais marketing, le pessimisme sonne comme quelqu'un qui essaie de vous aider. Pour des raisons que je n'ai jamais compris, les gens adorent entendre que le monde court à sa perte. Si vous dites à quelqu'un que tout va bien se passer, soit il ne tiendra pas compte de ce que vous venez de lui dire, soit il vous regardera d'un œil sceptique. Si vous dites à quelqu'un qui court actuellement un grave danger, vous aurez sa totale et complète attention. Si vous dites à quelqu'un qu'une action va sans doute être multipliée par 2 dans les 6 mois, vous serez accueilli par du scepticisme ou de l'inattention. Si vous dites à quelqu'un qu'une action va à 0 le mois prochain, à cause d'une grave faute comptable, ou que l'économie mondiale va bientôt s'effondrer, il vous écoutera attentivement. C'est ici la raison pour laquelle YouTube est composé à 90% environ de miniatures alarmistes. Et ce phénomène n'est pas nouveau. En 1840 déjà, l'économiste et philosophe John Stuart Mill écrivait « J'ai observé que ce n'est pas l'homme qui espère quand tous désespèrent, mais l'homme qui désespère quand tous espèrent, qui est le plus souvent admiré par la majorité comme un sage. » Plusieurs raisons ont été avancées pour expliquer cela. La principale est que c'est simplement dans notre nature. L'asymétrie de pouvoir entre les attentes ou expériences positives et négatives prend ses racines dans l'évolution. Les organismes qui considèrent les menaces comme plus urgentes que les opportunités ont de meilleures chances de survie et de se reproduire, écrivait Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie. Une autre est que le pessimisme pêche souvent par défaut d'imagination.
en extrapolant à partir de tendances présentes sans prendre en compte une multitude de facteurs importants potentiels dont les mécanismes sont difficiles à prévoir à l'avance. Un exemple concret ici, en 2008, l'environnementaliste Lester Brown écrivait « D'ici 2030, la Chine aura besoin de 98 millions de barils de pétrole par jour. Le monde en produit 85 millions par jour actuellement et pas plus. Voilà où se termineront nos réserves de pétrole. » Et il aurait eu raison si les choses étaient restées telles qu'elles étaient. Mais en économie, les circonstances extrêmement bonnes ou extrêmement mauvaises durent rarement longtemps du fait de l'adaptation de l'offre et de la demande dans des proportions parfois imprévisibles. La hausse de la demande fait qu'un baril qui s'échangeait à 20 $ en 2001 est passé à 140 $ en 2008. Soudainement, le jeu a changé et trouver du pétrole devenait comme trouver de l'or. Exploiter des gisements qui n'auraient pas été rentables devenait soudainement rentable, développer de nouvelles technologies de forage permettant de les exploiter devenait soudainement une priorité. Penser qu'un gros problème d'aujourd'hui restera forcément un gros problème demain est une prédiction facile à faire car elle demande peu d'imagination, et elle est plutôt persuasive puisqu'elle prend ses racines dans le présent. Mais parfois, les gros problèmes créent aussi de grosses incitations à les résoudre. Les choses accélèrent de manière imprévue et les prévisions en ligne droite des pessimistes ne tiennent plus. Gardez cela en tête et méfiez-vous lors de la prochaine vidéo alarmiste que vous visionnerez peut-être après celle-ci sur YouTube. Je vous ai présenté ici les 10 points clés que j'avais trouvés les plus marquants du livre, mais celui-ci est composé de 18 chapitres et de beaucoup d'anecdotes complémentaires aux exemples donnés. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil au livre, le lien est dans la description, et à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu de ce type. Vous trouverez aussi d'autres résumés de best-sellers financiers sur la chaîne si celui-ci vous a intéressé. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui vous aidera à mieux investir.